Déjà, alors première chose, c'est je pense que le 100% télétravail est une vaste connerie au même titre que le 100% présentiel. Je pense que c'est dangereux. Je pense que les gens ont besoin, toi par exemple, là on est en visio, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est se regarder dans les yeux. À moins Mm. d'avoir un strabisme divergent, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes. À partir du moment où on a dit ça, bah, c'est assez simple en fait. On découvre que l'avenir du management tient à une chose qui n'est pas présente beaucoup dans les entreprises, c'est l'écoute et la libération de la parole. La première demande des salariés, c'est d'être écouté. Et pour être écouté, il faut libérer la parole. Je crois que réussir, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, si on ne se sent pas bien en tant que manager et qu'on n'est pas prêt à se confronter à l'opinion de ses équipes, à changer, à se remettre en question. Je vois beaucoup de managers qui se remettent peu en question, qui Mm. estiment ça y est, je suis manager, donc je suis validé par ma structure comme étant supérieur aux autres. Non, on est validé comme pouvant mettre son équipe dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'elle-même. Ce qui est très différent. J'espère que ces deux extraits vous inspirent clairement et vous donnent envie d'écouter l'intégralité de ce deuxième épisode de la rubrique Les spécialistes. Gaël Châtelain-Berry nous livre sa mission de vie. En effet, il a à cœur de transformer les entreprises et surtout que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Et je dois dire qu'avec cette conversation, j'ai pu constater qu'il y mettait tout son cœur. Il nous donne des chiffres qui devraient nous alarmer puisque 2,5 millions de salariés sont aujourd'hui en burn-out sévère et 41% sont en détresse psychologique. Gaël ne s'arrête pas au constat et nous transmet ses conseils autour du concept du management bienveillant qu'il a rendu célèbre sur les réseaux sociaux et qui est devenu incontournable aujourd'hui. J'ai connu Gaël Châtelain-Berry quand il a sorti son livre Mon boss est nul et je le soigne. Le titre m'a interpellé car je ne m'entendais pas du tout avec ma hiérarchie. J'y ai trouvé des clés pour savoir comment mieux communiquer avec mon manager et je vous invite à le lire car la seconde édition vient tout juste de sortir. Nous parlons dans cet épisode, entre autres, de management hybride, de la capacité du manager à se remettre en question, des émotions au travail, des problèmes de recrutement, du manager épanoui et bien entendu de bienveillance. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcasts pour que je sache si cette nouvelle rubrique vous plaît ou encore via mon profil LinkedIn. Très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui J'ai un invité de marque aujourd'hui avec moi. Alors, Gaël Châtelain-Berry, je donne la liste du slashing. Vous savez que je parle un peu du slasher. C'est le slashing que je rêve d'avoir et vous le savez, vous allez comprendre pourquoi. Il est conférencier, écrivain, chroniqueur, podcasteur, mentor et créateur du concept de management bienveillant dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Gaël. Salut Fabienne. Donc, est-ce que tu peux te présenter de la façon que tu souhaites? Mes invités sont toujours libres sur comment ils souhaitent se présenter. Tu m'as pas mal présenté en fait, et Slasher, je le suis depuis mon diplôme au siècle dernier. Et oui, je suis un vieux. Et si je devais me présenter, c'est je ferais toutes les choses que je pourrais faire pour faire changer le monde de l'entreprise, pour qu'on ait enfin un monde de l'entreprise qui soit un lieu d'épanouissement et pas un lieu de souffrance. Je rappelle sans arrêt ce chiffre, 2,5 millions de salariés au moment là où on se parle sont en burn-out sévère et 41% sont en détresse psychologique. Donc la mission que je me suis donnée tout seul, moi dans mon coin, c'est d'utiliser tous les médias, tous les supports possibles et imaginables pour changer ça, parce que c'est pas très compliqué de changer ça. D'accord, super. Et c'est intéressant parce que on va en parler à la fin, la partie
contenu gratuit que tu offres, effectivement, qui rentre et qui est tout à fait logique par rapport à cette mission. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on est rémunéré pour ce qu'on fait, et puis une partie qu'on donne parce qu'on veut faire de l'élévation de conscience en quelque part. Et je pense que c'est une grosse partie de ton activité, donc on va en parler. Mais avant ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait, au final, l'histoire du concept du management bienveillant. Je suis très intégrée parce que moi, donc je vais le dire en introduction, tout ce que comment je suis arrivée à te connaître et comment je t'ai suivi après. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a toujours une histoire derrière quand on a une cause. Parce que moi, C'est j'en ai très vrai. beaucoup et je sais Non, qu'il y a une c'est très, histoire très et donc vrai. j'aimerais savoir, en fait, j'aimerais connaître l'histoire derrière management Tu veux la bienveillant. vraie histoire? Ouais, j'aimerais. Alors, la vraie histoire, elle est assez simple, en fait. J'ai eu une expérience, parce que j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise en tant que manager ou que dirigeant. Et ma dernière expérience m'a quasiment poussé au bord du burn-out. Ça a été très, très violent, très, très violent. Et je suis parti de cette entreprise et s'est posé la question de qu'est-ce que je fais après. Et j'ai un principe, c'est pour moi, l'écriture, ça a toujours été une forme de thérapie. Donc j'étais un peu au bout du roulax, comme disent les Jones. Et j'ai écrit un article sur LinkedIn qui s'appelle Le management bienveillant, de point, l'avenir du management, point d'interrogation. Et pourquoi j'ai écrit cet article? Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais vraiment, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai écrit ce qui me semblait être une évidence pour moi en tant que manager et je réalisais qu'en fait, ce n'était pas une évidence pour tout le monde. J'avais été confronté à des managers très violents alors que moi, intuitivement, j'ai toujours été bienveillant. Tu sais, c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, j'étais bienveillant sans le savoir. Et donc, j'ai écrit pour la première fois en France un article sur le management bienveillant. Cet article est encore, à ma connaissance en tout cas, l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France. Cet article a fait un carton énorme. Et donc, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'allais faire après. Est-ce qu'après TF1, Canal+, Énergie, j'allais retourner dans les médias ou pas? Et c'est mon épouse qui m'a dit, mais t'es con ou t'es con? Ouais. Bah, Souvent, écris un les livre. évidences, on les voit pas, c'est notre entourage, hein. Il me fait, mais écris un livre. Tu fais du bien aux gens, écris un livre. Et comme je commence, à l'époque, j'écrivais des romans, je commence toujours mes bouquins en trouvant le titre. Et j'ai trouvé ce titre, Mon boss est nul, mais je le soigne. Et j'ai écrit l'histoire de Bob. Et voilà comment le concept de management bienveillant est né, tout en sachant, je ne dois pas te cacher que quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens qui se moquaient. Après, le bouquin a cartonné, donc les gens disaient c'est une mode. Et maintenant, plus personne ne remet en cause ce concept. Mm. Alors, certaines vont dire c'est galvaudé, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, le salarié qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit, moi, je préférerais avoir un management malveillant, c'est vraiment mieux, bah, j'attends de le rencontrer. Et donc, oui, c'est une sacrée fierté. Et l'histoire, c'est ça, c'est mon histoire personnelle en tant que manager et en tant que salarié. C'est souvent ça, et moi je le sentis, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis reconnue moi-même aussi dans les tips. Euh, alors c'est marrant parce que c'est quand le livre est sorti, je me rappelle très bien que en fait moi j'étais toute fière de parler de ce livre parce que ça m'avait tellement éclairé, ça avait mis des mots sur des choses que pour moi je comprenais et je me disais mais comment ça se fait et ça mettait des mots. Et en fait on s'est moqué de moi, c'est-à-dire qu'on me dit la bienveillance en entreprise, mais tu crois quoi? T'es dans un monde utopique, etc. Comment Ouais. toi t'as vécu justement cette période? Parce que avant, comme tu dis, avant que ça soit un best-seller et que ça marche bien, il y a eu quand même la phase du départ où Mais je l'ai très bien vécu parce qu'en fait, moi, je m'accroche beaucoup aux réseaux sociaux. Je suis énormément sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, bien entendu. Et en fait, il y avait une grande différence entre les gens du quotidien et les grands théoriciens. hmm, Moi, j'en ai rien à faire des grandes théories, en fait. On peut me dire que ce que je dis, c'est nul, on peut me dire que c'est idiot, on peut me dire que c'est basique. Moi, j'ai pas la prétention d'être un grand intellectuel, j'ai la prétention d'être quelqu'un de profondément pragmatique. Je dis toujours, j'ai 300 mots de vocabulaire, mais je sais les utiliser. hmm, J'écrirai rarement avec des mots qui font plus de 3 syllabes. Je ne crois pas qu'il faille être complexe ou compliqué pour être pertinent. Euh, donc, j'écoute les critiques quand elles sont constructives, bien sûr, mais hmm, quand j'ai un commentaire disant c'est nul la bienveillance, ouais, ok, super, mais hmm, pourquoi? hmm, Explique-moi. Moi, j'ai aucun problème à écouter la critique, mais elles ont rarement été constructives et j'ai réalisé très très vite que les gens au début qui étaient
très anti-management bienveillant, finalement, c'était des gens qui ne l'étaient pas, qui avaient peur de se confronter à cette réalité qui était en train d'arriver. Et maintenant qu'il y a des problèmes de recrutement gigantesques dans tous les grands groupes, dans beaucoup, beaucoup de boîtes, et pas uniquement pour les développeurs informatiques, les boîtes se disent, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que moi, je fais partie de la génération qui a entendu cette célèbre phrase, dis donc, si tu n'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Maintenant, de plus en plus de managers entendent cette phrase, dis donc, si tu ne changes pas ton comportement, il y a 10 boîtes qui veulent me recruter. Et donc, comme le rapport de force a changé, finalement, le seul comportement qui s'impose, c'est la bienveillance. Parce que personne n'a envie d'avoir peur de son manager. Non, personne. C'est aussi simple que ça. Alors, on va en parler justement dans une des rubriques parce que les défis de demain en management, pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais avant de ça, pour rester toujours dans la bienveillance et dans... Alors, moi, ce qui m'a sauvé, clairement, à l'intérieur de L'Oréal, parce que malgré qu'il y avait cette difficulté avec les managements, etc., j'ai eu la chance, c'est de connaître le développement personnel au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on avait accès à des formations sur la gestion des émotions, sur j'ai fait de la méditation en pleine conscience pendant mes heures de boulot. J'ai fait plein de choses. En fait, moi, je suis curieuse, donc j'ai découvert plein de choses. Et donc, je voulais parler avec toi du développement personnel au sein du management, c'est-à-dire que cette capacité aussi que les managers ont, c'est important, en tout cas pour moi, je pense que c'est important qu'ils se développent personnellement. Et si c'est pas fait à l'intérieur de l'entreprise, de le faire à l'extérieur. Donc c'est pour ça que moi je donne beaucoup de tips, plus de développement personnel pour les managers. Et toi, je voulais avoir ton avis par rapport, je sais que je sais un peu, mais j'aimerais vraiment un peu t'entendre de ta bouche sur tout ce qui est au niveau des émotions au travail. Dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. En fait, si on parle des managers, je dis toujours que un manager bienveillant doit, avant toute chose, être bienveillant avec lui-même. Faut prendre soin de soi, faut être équilibré, faut être serein, faut être reposé. Je compare tout le temps un manager à un pilote d'avion. Et moi, j'ai pas envie, quand je suis passager, d'avoir un pilote d'avion qui prend le micro et qui, à l'approche de turbulences, me dit qu'on va tous mourir en hurlant. Ça me tente pas énormément. J'ai envie d'être managé par quelqu'un et dirigé par quelqu'un de serein, de posé, d'ouvert d'esprit, qui libère la parole. Donc, la bienveillance envers soi-même. Ensuite, chacun, je crois qu'on trouve ses solutions. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps le fondateur de Petit Bambou, qui est une application de pleine conscience. Et je lui disais, mais je suis désespéré. Moi, la méditation, ça n'a jamais marché sur moi. Et je lui dis, mais comment faire? Il me fait, fais rien. C'est pas pour toi, peut-être. Et peut-être que tu vas trouver d'autres trucs et peut-être que tu viendras à la méditation plus tard. Je pense que chacun doit trouver ses méthodes pour faire en sorte, et ça, c'est une certitude, qu'aucun travail ne justifie qu'on se sente mal. Aucun. Jamais. Si le matin, tu te réveilles et tu es fatigué, ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution. Si tu es stressé quand tu vas au travail, ce n'est pas normal. Si tu as peur de tes équipes, ce n'est pas normal. Si tu sens la moutarde qui te montonnait en permanence, ce n'est pas normal. Toutes ces questions, le manager doit d'abord se les poser envers lui-même en se disant comment moi, chaque matin, quand je me lève, je suis content d'aller ou contente d'aller au travail. Tant que le manager n'a pas ça comme conviction, il y a un problème. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'aujourd'hui même, mon épisode de podcast, ce sont les 4 clés d'auto-coaching que je propose pour réussir à se réveiller le matin avec enthousiasme. Et la dernière clé qui pour moi, c'est vraiment quand plus rien ne marche, en fait on a essayé plein de méthodes, etc. C'est celle qui vient de l'optimisme qui dit que si tu n'es pas à la bonne place, bouge. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que la solution, elle en vient, parce que moi j'ai connu ça. En fait, ça a été, voilà, je suis arrivé à ce moment-là. Toi aussi, apparemment, par rapport à ton histoire, c'était de se dire à un moment donné, si on n'est pas à la bonne place, c'est aussi de se dire, peut-être qu'on va bouger et que être manager n'est pas un Graal. Il y a d'autres postes hyper intéressants dans une entreprise. On n'est pas obligé de tous devenir des managers. Alors, tu sais, moi, il y a un truc que j'aimerais partager. Tu en parles peut-être dans ton épisode. C'est un truc que j'ai appelé le réveil naturel, et que toute personne devrait découvrir. Le réveil naturel, c'est se réveiller avant que son réveil sonne. Et avoir le sentiment tous les jours, mais tous les jours, de faire une grasse mat. Moi, je me réveille naturellement entre 5h et 5h30 du matin. J'ai besoin de très, très peu de sommeil. Et en fait, pour trouver ce réveil naturel, donc se réveiller avant la sonnerie, il faut se coucher de plus en plus tôt jusqu'à trouver cette heure. Et il y a plein de gens qui disent « Ah, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir voir l'amour est dans le pré et compagnie. » Ok, bullshit.
on doit se réveiller avant son réveil. Et tant que ce n'est pas ça, quasiment tous les jours, bah, on sera fatigué. Et quand on se réveille fatigué, on n'a pas envie de se lever, on va snoozer 10 fois. Enfin, bref, c'est un enchaînement de choses, mais il faut. En fait, ce que je prône, c'est revenir au basique. Avant de parler d'entreprise libérée, d'holocratie, de tous ces trucs-là, déjà revenons au basique, soyons en forme. Déjà en forme physique. Bien sûr, tout à fait. Il y a tellement de gens qui sont crevés, mais crevés, épuisés, et qui ne se disent pas, ah bah je peux faire quelque chose, peut-être que je vais me coucher plus tôt. Moi, je l'ai dit une fois à un client, il m'avait regardé, mais comment ça? Je dis, bah, c'est juste, tu es fatigué, tu dors en fait. Mais c'est vrai que on est tellement avec des routines, voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai abonné à la télé, donc quand on abonne à la télé, en fait, on n'a plus cette contrainte-là. On dort quand on est fatigué, en fait, on se couche quand on est fatigué, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc merci en tout cas pour ça, parce que c'est vrai que c'est aussi une autre astuce. Comme je le dis à chaque fois, moi, dans mon podcast, je donne plein d'astuces et après, vous prenez ce que vous voulez et vous Exactement. essayez. C'est ça l'objectif, c'est de tester et voir ce qui nous convient. Donc, alors, tu t'en as un peu parlé, mais j'aimerais discuter avec toi aussi parce que moi, je parle de manager épanoui, puisque c'est ma cible, c'est-à-dire, je promets, c'est ma promesse de permettre à des managers d'être épanouis et inspirants pour leurs équipes. Quelles seraient pour toi les clés du manager épanoui? T'en as un petit peu dit, mais est-ce que tu aurais... Bah, je compare souvent, j'utilise souvent le bouddhisme pour parler de ça, de ce que c'est un manager épanoui. Et dans le bouddhisme, on t'explique que tu es totalement zen quand les trois images que tu as de toi sont parfaitement en phase. Il y a l'image de la personne que tu vois dans la glace. Donc, le manager se regarde et dit, voilà, qu'est-ce que je pense faire bien, qu'est-ce que je pense faire, que je pourrais améliorer. La deuxième image, c'est l'image du manager que j'adorerais être. Donc, c'est le fantasme du manager, parce que parfois, quand on est manager, on se dit, il faudrait que je sois plus comme ci, moins comme ça, mais on n'y arrive pas forcément. Et la troisième image, c'est ce que l'on imagine que mon équipe et ma hiérarchie a de moi. Et en fait, tu deviens complètement zen en tant que manager quand ces trois images se superposent parfaitement. La plus difficile étant l'image que mon équipe a de moi. Mais il y a un exercice tout bête à faire, leur demander. Non, mais c'est oui, c'est le feedback, effectivement, à 360. Tu demandes à l'équipe de se réunir dans une salle et la mission, toi, tu n'es pas là, et tu demandes à ton équipe de remplir un tableau avec deux colonnes. Première colonne, ce que mon équipe trouve de bien chez moi en tant que manager. Deuxième colonne, ce que je pourrais faire de mieux. Mais il y a une règle absolue. Chaque point doit être validé par tous les membres de l'équipe. Ce qui n'est pas aussi simple que ça. C'est beau, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça parce que effectivement la première partie, je trouve que souvent ils me disent qu'ils ont peur, donc il y a cette peur-là. Mais c'est vrai que le fait que ce soit validé par tout le monde, ça montre plus de vérité dedans. Donc c'est une très à certaines de ces réunions derrière une vitre sans teint. J'ai assisté à des trucs mais lunaires où il y avait une personne de l'équipe qui disait ben, moi ce que je trouve bien, il est toujours disponible quand j'ai besoin de lui, et l'autre qui se plaignait du fait de ne jamais pouvoir le voir. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était un manque de communication et que l'un connaissait parfaitement le planning de son manager, l'autre, le manager, lui avait jamais donné son planning. Et en fait, ça permet, avec cette discussion, de se faire une image commune du manager et surtout derrière de donner cette image au manager, et ça lui donne les moyens de s'améliorer. Et surtout, à partir du moment où on sait ce qu'on fait bien, ce qu'on va améliorer, on se sent en tant que manager vachement plus zen, vachement plus zen. Tout à fait, mais il faut avoir un peu de courage, effectivement, de demander cet avis et de se dire, ben voilà aussi. Alors, je me permets de te corriger, Fabienne. Il ne faut pas avoir du courage, il faut faire son métier. C'est pas du courage. C'est à un moment. Moi, quand j'entends des managers me dire, oh là là, mais si je fais ça, je vais ouvrir la boîte de Pandore. Mais change de métier, gars. Oui, d'accord, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai que tu as raison. Tu as raison. Ça revient à ce que je disais, que si on n'est peut-être pas à la bonne place, il faut aussi accepter que être manager, c'est pas pour nous. Ça, tu as tout à fait raison. Je voudrais bien qu'on passe maintenant au défi du management de demain. Parce que moi, j'aime préparer l'avenir, en fait. Et j'aimerais bien avoir ta vision, parce que tu as beaucoup plus expérimenté que moi, clairement. Vas-y, traite-moi de vieux, je t'en prie. Non, je ne le ferai jamais. Néanmoins, j'aime bien m'inspirer de personnes qui ont déjà discuté avec beaucoup de personnes, qui ont déjà écrit sur le sujet, etc. Parce que moi, je veux contribuer à ça, clairement. Le management de demain... quels sont déjà on va parler déjà dans un premier temps. Je voudrais bien parler du management hybride, parce que moi tous mes clients ils sont en management hybride, donc minimum une journée ou deux de télétravail, et j'en ai qui ont leur équipe en total remote. Et donc quels sont pour toi les avantages
et les inconvénients du télétravail ou du remote? Parce que pour moi, c'est pas exactement la même chose dans l'organisation, mais comment toi tu perçois les choses dans l'avenir en fait? Déjà, alors, première chose, c'est je pense que le 100% télétravail est une vaste connerie au même titre que le 100% présentiel. Je pense que c'est dangereux. Je pense que les gens ont besoin, toi, par exemple, là, on est en visio, il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est se regarder dans les yeux. À moins d'avoir un strabisme divergent, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes. À partir du moment où on a dit ça, c'est assez simple en fait. On découvre que l'avenir du management tient à une chose qui n'est pas présente beaucoup dans les entreprises, c'est l'écoute et la libération de la parole. La première demande des salariés, c'est d'être écouté. Et pour être écouté, il faut libérer la parole. Et libérer la parole, c'est de pouvoir demander à un de ses collaborateurs ou collaboratrices comment ça se passe en télétravail et que la personne soit libre de dire écoute, j'ai une mauvaise connexion, donc c'est chiant. Ou alors, j'aime pas trop être chez moi parce que j'ai un petit appartement. Et vraiment de libérer la parole. Tout est simple à partir du moment où on libère la parole. Tout est simple à partir du moment où un membre de l'équipe se sent libre de parler avec son manager de tous les sujets. De tous les sujets. Alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, et qui est pas évident parce qu'en fait, dans ma formation, moi, je suis de l'école de coaching de Vincent Lennart et en fait, on parle beaucoup de la vérité. Et moi, j'ai le souvenir où j'avais des conseils de managers qui me disaient, il ne faut pas dire ça. Ou tu vois, le manque de transparence, tu vois, de pas dire les choses. Non, mais si tu vas pas bien, tu gardes ça pour là, tu le dis pas. Quand tu vois, et comment tu penses qu'on va réussir au final à aller à tendre vers ça, vers cette écoute, vers cette tous vérité? ces gens qui disent ça, il faut bien qu'ils aient conscience qu'ils portent une part de responsabilité dans le fait que la France soit numéro 2 mondial du burn-out. Je vais te raconter une anecdote d'un mail que j'ai reçu d'une lectrice de mon blog qui m'a dit, voilà, Gaël, je sors d'un burn-out de 1 an et quand 3 semaines avant que mon burn-out se déclenche, je suis allé voir mon manager pour lui dire, écoute, je suis vraiment épuisé, j'en peux plus. Et que son manager lui a répondu, ah, dis donc, tu vas pas sauter par la fenêtre, vas-y, remets-toi au boulot. Voilà. Je dis, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc, à un moment, en tant que les managers n'ont pas conscience que oui, ils sont le réceptacle d'absolument tout. Alors ensuite, il ne faut pas qu'ils se transforment en psy ou en thérapeute. Ce n'est pas du tout leur fonction. C'est pas du tout l'objectif. Par contre, quand un membre de l'équipe dit « je suis épuisé », il est du devoir du manager de s'en occuper. Parce qu'encore une fois, c'est quoi le rôle d'un manager? C'est tout con, c'est compris dans le titre. C'est manager. Et manager, c'est faire en sorte que son équipe puisse donner le meilleur d'elle-même. On donne le meilleur de soi-même quand on est bien psychiquement, quand on est bien physiquement. Et oui, c'est la première responsabilité des managers. Un manager, sa responsabilité, c'est pas de passer sa vie en réunion avec ses propres patrons. Or, un manager français, c'est 24 jours de 24 heures de réunion par an. 24 jours de 24 heures. Le premier reproche que les équipes font aux managers, c'est on ne peut jamais les voir, ils sont toujours en réunion. Je suis tout à fait d'accord. Donc, à un moment, libérons la parole, libérons du temps pour faire enfin notre métier. C'est ce que je disais d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant quand on coach et qu'on met le client face à ses responsabilités assez vite, c'est-à-dire que quand je lui dis, voilà, ton collaborateur, comment ça se passe et comment il pense, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire ou qu'il va faire? Il me dit, j'en sais rien. Je dis, mais comment ça, tu sais rien? Je comprends pas. Je dis, tu connais pas la personne, tu es tout le temps avec, je ne comprends pas. Et en fait, on se rend compte que les managers ne connaissent pas leurs collaborateurs et qu'on ne crée plus ce qu'on appelle, alors on va dire que c'est dans la sphère perso et on parle pas de ça pro, mais moi je parle de ça en pro, c'est l'intimité. C'est-à-dire que quand on a un niveau d'intimité, ce que j'appelle intimité, c'est le fait que on se connaît suffisamment, on sait même à l'avance entre guillemets que moi je sais, j'avais des collaborateurs où je savais que ça, quand je prenais cette directive, celui-là il allait dire que c'était génial parce qu'il était plutôt pushy, les nouveautés, voilà, et puis l'autre il était plutôt peureux à dire non mais c'est nouveau, je suis dans le contrôle et donc en fait c'est accepter ça et comment s'adapter aussi aux personnalités, etc. Mais pour le faire, il faut connaître les gens. On n'a pas le choix. Sans rentrer dans l'intimité, une des premières causes de démotivation des salariés français, c'est le fait que leurs managers ne leur disent pas bonjour le matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ça, on en est là. Ouais, donc déjà, commençons par dire bonjour et puis on rajoute le prénom et puis on rajoute ça va.
point d'interrogation, et on attend la réponse. Oui, c'est surtout s'il y a ça, une parce que personne qui dit le bonjour, gars, je suis d'accord avec toi, mais les bonjours où la personne, elle traverse le couloir ouais, pour moi, c'est l'équivalent de non bonjour, en fait, perso. Hein. donc un bonjour, ça va, et attendre la réponse, ça se voit dans les yeux de quelqu'un si ça va pas. Mm. Et d'attendre la réponse, et encore une fois, il est de la responsabilité d'un manager, si un membre de l'équipe ne va pas bien, de traiter la question. Ça peut être en l'envoyant à la médecine du travail, ça peut être en lui demandant de retourner chez lui ou chez elle. Tout à Il ne fait. s'agit pas de traiter le problème. Il s'agit de mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse gérer le problème. Il y a des dirigeants qui m'ont dit qu'ils ont pris aussi, parce qu'il y a une nouvelle pratique qui est de plus dire le comment ça va, qui est trop, comment dire, ça va pas galvaudé, mais voilà, on y fait même plus attention, on n'attend même plus la réponse, et de dire, de poser la question de comment tu te sens. Parce que, en fait, c'est vraiment le côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu te sens, est-ce que tu te sens fatigué, est-ce que tu t'as beaucoup d'énergie, comment tu te sens, quoi, aujourd'hui, quand tu arrives ce matin. Donc, c'est une façon de mesurer, on va dire, le bien-être de son collaborateur le matin. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, pour moi, c'est le rituel qui est pour moi indispensable, c'est vraiment de passer dans les équipes, au moins pour dire ce fameux bonjour et de savoir mesurer la température, l'ambiance, savoir comment les gens se sentent. Tout à fait. Et donc, dans les défis, alors on a parlé un peu, mais sur quelle dimension? Je suis manager aujourd'hui en entreprise. Je sens que, voilà, entre moi qui dois travailler sur moi, je sens que le monde est en train de changer très très vite. Sur quoi je dois travailler en priorité sur moi-même pour me préparer en quelque part à l'avenir? C'est une vaste question, mais je crois qu'il faut juste se préparer à mettre un peu son ego de côté, à être prêt à écouter, à être prêt à s'adapter et à considérer que tout ça fait partie de mon métier. J'entends des managers parfois en réaction à des articles que je peux faire ou des épisodes de podcast qui nous disent ouais, mais vous arrêtez pas de nous mettre la pression, c'est très dur d'être manager. Mais chose à quoi je réponds, j'étais manager plus de 20 ans. Donc oui, c'est dur, mais c'est ça qui fait que le métier est sympa. On doit avoir un petit côté maso, je pense, en tant que manager. Mais quel manager a eu un flingue sur la tempe pour accepter son métier? Donc, si on ne se nourrit pas de cette difficulté, effectivement, il faut changer de métier et ce n'est pas grave. Il y a un peu moins de 15% des structures qui sont composées de managers, un peu moins de 15%. Ça veut dire qu'il y a 85% des gens qui ne le sont pas. Ce n'est pas 85% de gens qui ont raté leur carrière, bien au contraire. Je crois que réussir, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc, si on ne se sent pas bien en tant que manager et qu'on n'est pas prêt à se confronter à l'opinion de ses équipes, à changer, à se remettre en question. Je vois beaucoup de managers qui se remettent peu en question, qui estiment ça y est, je suis manager, donc je suis validé par ma structure comme étant supérieur aux autres. Non, on est validé comme pouvant mettre son équipe dans les meilleures conditions pour donner le meilleur d'elle-même. Ce qui est très différent. Hein. Ouais, pour moi, c'est c'est une autre posture, un autre métier. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est, je sais pas si tu suis aussi cette partie-là, mais les jeunes qui arrivent, il y avait une étude, alors je sais plus c'était qui l'avait sorti, mais qui disait qu'en fait les jeunes ne veulent plus être managers. Non, c'est pas tout à fait ça. Alors je suis désolé de t'interrompre. Ben justement, je fais venir un spécialiste pour ça. C'est pas ce que dit cette étude. Oui. Parce qu'on peut très bien la lire comme le verre à moitié vide. Moi, je la lis comme le verre à moitié plein. Moi, quand j'étais étudiant, en école de commerce, on nous disait, en gros, tu sauras si tu as réussi si tu deviens directeur général un jour. Aujourd'hui, ce que montre cette étude, c'est que les jeunes se disent, pour réussir, je peux très bien ne pas passer par la case manager. C'est une très bonne nouvelle. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Oui. Pour moi, c'est pour le coup, c'était ça que je voulais dire. Ah, d'accord. C'était pour dire que c'était une bonne nouvelle. En fait. Non, c'est donc on est d'accord. Non, on est d'accord sur le constat. Non, mais c'était ça, en fait, c'était de me dire que probablement cette génération qui arrive, alors comme tu dis, moi je suis pas d'école de commerce, donc je sais pas ce qu'on dit dans les écoles de commerce, mais en tout cas ils ont cette idée de se dire qu'on n'est pas obligé de faire cette voie-là et on peut être tout à fait heureux. Tous ces gamins, je parle, ils se disent, je peux être indépendant et compagnie, et ils sont fiers et ils ont raison d'en être. Je leur rappelle quand même très souvent que les valeurs qu'ils portent et les raisonnements qu'ils ont, c'est quand même un tout petit peu de la responsabilité de leurs parents. Ah, bien sûr. Et c'est vraiment notre expérience. Moi, je fais partie de la génération qui a été la génération chômage de masse, génération sida, génération attentat. Enfin, en gros, on s'est tout pris dans la tronche.
génération de burn-out, bien sûr. Hein. Et moi, j'ai 5 enfants. Il y en a déjà 2 qui travaillent. Il n'y en a pas un seul dans un grand groupe. Mm. Mais je leur ai jamais dit, n'allez pas dans un grand groupe. C'est juste, je les ai toujours poussés à aller vers ce qui leur faisait du bien. Mm. Et c'est ce qu'ils font et c'est cool. Ouais, de se connaître. En fait, moi, c'était ça, c'était surtout ça mon point que je communique beaucoup dessus. C'est-à-dire que moi, ça m'inspire. Moi, j'ai pris 40 ans avant de savoir, voilà, ce qui j'étais et apprendre à me connaître et ce que je voulais vraiment. J'ai fait d'abord plaisir à mes parents pour me faire plaisir et que c'est vrai que là, je le Bien fais sûr. maintenant. Et je me dis, eux, ils ont 20 ans et ils font déjà ça, quoi. Moi, je suis admirative plutôt. Tu vois, c'était plutôt ce truc-là de me dire, et c'est peut-être grâce à nous aussi, hein, aux parents comme nous qui autorisons aussi, Bah moi oui, je bien vois, sûr. j'autorise aussi à mes enfants à être eux-mêmes, à faire leurs rêves, etc. Donc c'est aussi, on a une, on contribue à ça. Et pour moi, c'est ça changer le monde. En fait, c'est Exactement. ce que je dis à chaque fois. C'est ça changer le monde. Quand je vois mes enfants, mes parents m'ont permis d'accéder à un niveau social plus élevé, puisque moi je viens d'un milieu très très modeste, et ils ont donné les moyens pour que je puisse faire de grandes études. Et moi, c'est effectivement permettre à mes enfants de pouvoir faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors, on peut finir avec Gaël, avec la partie créateur de contenu gratuit. Est-ce que tu peux nous en parler, de dire, voilà, parce que je vois que maintenant, je ne sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression que tu as accéléré, c'est peut-être une impression, tu me diras si c'est vrai, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je reçois beaucoup plus qu'avant parce que moi, je te suis sur LinkedIn, hein, quand j'étais là principalement, j'ai vu que tu venais un petit peu faire coucou sur Insta aussi, je crois, je sais pas si t'es sur TikTok, tu vas nous dire aussi. Euh, voilà, en fait, c'est ce côté de test, justement. C'est quoi ton objectif quand tu fais tous ces contenus? C'est quoi tes envies, en fait, par rapport à ça? Mon objectif, il est simple, c'est toucher le plus de monde possible avec ce que je raconte. Donc, effectivement, Insta fait partie de ma stratégie et j'ai commencé TikTok il y a une semaine. Ah, d'accord, ok. Toi aussi, t'as commencé TikTok. Ok. Ouais, j'ai commencé, je me suis dit, sur Insta, en fait, j'ai commencé à développer une stratégie autour des Reels, donc qui sont des vidéos de 1 minute, et ce contenu existant, je me suis dit, mais je vais le dupliquer sur TikTok, et je suis plutôt très, très content des résultats. Pour l'instant, je n'ai pas énormément d'abonnés sur TikTok, mais je fais beaucoup, beaucoup de vues avec un D'accord. très fort engagement. Donc c'est plutôt cool. Donc, ouais, le contenu gratuit, in fine, parce que comme moi, je vis de ça, c'est quand même de ramener vers du contenu payant, que ce soit mes livres, même si, alors ça on peut le regretter, LinkedIn ne rémunère pas les créateurs de Hmm. contenu, mais sur YouTube, je suis rémunéré parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Mon podcast, je touche de l'argent sur mon podcast parce qu'il y a de la D'accord. publicité, il y a des partenariats. Mais pour les auditeurs et les auditrices, c'est toujours gratuit. Les seules choses vraiment payantes sont mes livres, mes conférences, bien sûr, les abonnements YouTube pour avoir accès à mes conférences en version longue, D'accord. mais c'est un métier à plein temps. Donc effectivement, j'ai un peu accéléré récemment, notamment sur le podcast, où je suis passé en quotidienne maintenant. Ah, Donc, quotidien, t'es passé. Ah, d'accord, j'avais pas fait ouais. attention. D'accord. Donc, comme tu fais un podcast, tu sais que ça demande quand même pas mal de travail, d'où des journées bien remplies. Ouais. Euh, mais voilà, mon objectif, il est très simple. Là, par exemple, quand je te disais en préparant cette interview que je m'étais fixé comme objectif que le burn-out soit enfin reconnu comme maladie professionnelle, pour arriver à ça, il faut avoir une voix qui porte et qui pèse. Sinon, aucun ministre, aucun député ne voudra faire une loi. À partir du moment où tu commences à être vu, entendu, respecté et reconnu, oh Hmm. là, c'est un alexandrin, je crois. Hmm. Voilà, le message passe. Et comme les messages que je veux faire passer vont dans le sens de l'intérêt général, je crois, Hmm. plus j'en fais, plus je suis content en fait. Hmm. Donc en fait, tu bascules un peu, j'ai l'impression vers l'influence en fait. C'est ça un peu Oh, ça fait l'objectif. longtemps que j'ai basculé du côté obscur, ma chère Fabienne. J'ai pas dit La que c'était pre- obscur. Qui a dit que c'était obscur? C'est Je une crois interprétation. que la première fois où j'ai été LinkedIn Top Voice, ça devait être en 2016. Ah, je savais pas que tu été top voice. D'accord. Ça existait Oh, j'ai déjà. été Top D'accord. Voice 4 ou 5 fois déjà. Ah, d'accord. Oui, Ok. oui.
Ah, bravo, bravo, go. Non, mais voilà, j'ai quelqu'un, effectivement, un invité de marque. Et donc, d'accord, donc tu disais le podcast, donc tu as accéléré. Et donc, l'idée, c'est, est-ce que, justement, par rapport à ta stratégie, tu te dis quoi? Tu veux faire de plus en plus jeune? Parce que tu vois, il y a des gens qui disent, bah, ou parce que tu dis TikTok, c'est pas une question d'âge, c'est une question Non, de c'est une juste de question de changer les formats, quoi. visibilité. En fait, c'est comme je viens des médias, c'est vraiment une question d'opportunité de voir. Et, Ah oui, il y a des d'accord, gens qui sont plus sur TikTok que sur Insta ou que sur LinkedIn. Donc voilà, je multiplie les points de contact. d'accord. Quel petit conseil, toi, tu pourrais me donner justement dans ma démarche là, qui est de moi pareil de toucher le maximum de personnes. J'ai pas encore de concept. Voilà, moi c'est plutôt l'épanouissement des managers parce que c'est quelque chose qui me touche et la mise en lumière des femmes parce que on se sous-estime, je pense, régulièrement et donc c'est comment on prend notre place et pas attendre qu'on nous donne notre place, mais simplement d'y aller en fait, Bien d'oser sûr. nous aussi d'y aller. Si jamais, tu vois, pour porter ma voix, toi, tu dis de multiplier les médias, tu dirais quoi comme conseil? Pour quelqu'un qui Bah, n'est pas payé, hein, surtout. je trouve les conférences, c'est vraiment le meilleur Ah, support en fait. d'accord. Un, parce que tu es payé, Hmm, et deux, parce que tu touches au cœur de l'entreprise. hmm, Et derrière, en fait, moi, j'ai une stratégie qui est toute bête. J'ai créé une marque qui s'appelle Happy Work et que je décline partout. Et petit scoop, mon prochain livre sera Happy Work, le livre. d'accord, ok, ok. Donc, c'est vraiment de développer un écosystème où je pense que j'ai réussi à acquérir une forme de légitimité sur certains sujets. C'est-à-dire Hmm, que je pense qu'un DRH en France, s'il a besoin d'avoir des éclairages sur le management bienveillant, je pense être relativement une référence sur ce sujet. bien sûr. Mais on me demande souvent, ah, je ne comprends pas, j'ai publié un article, j'ai 3 likes, c'est trop injuste par rapport à ce que vous faites. Moi, ça fait 7 ans que je publie tous les jours sur Hmm, LinkedIn. Je fais un épisode de mon podcast par jour. Je fais une vidéo YouTube par semaine. Je fais une vidéo tous les 2 jours pour Insta et TikTok. Donc voilà, c'est un métier. ouais, Et les c'est gens du le font temps. en parallèle d'un métier salarié et je ne crois pas que ça soit possible. On ne peut pas être dilettante quand on veut influencer. Je veux influencer non pas pour nourrir mon ego, même si Hmm, in fine ça le fait, parce hmm, qu'un créateur de contenu a généralement une problématique d'ego à gérer, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que je suis révolté par le fait qu'on soit numéro 2 mondial du burn-out. hmm, Ça me révolte quotidiennement. hmm, Donc, tant que ça sera pas réglé, je ne prendrai pas ma retraite. Et hmm. j'aimerais bien prendre ma retraite un jour. Je te le souhaite. Mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de travail, mais on est plusieurs et c'est cool. Moi, je vois aussi, je suis d'autres influenceurs sur le sujet et je pense que petit à petit, voilà, ça va, l'effet papillon ça va y aller, on va y réussir. Alors c'est vrai que merci pour l'astuce. Moi, je commence les conférences en entreprise, donc Très je bien, travaille pour Orange Anti-Guyane. Et ce que super. j'adore en fait, et je voulais savoir justement comment toi ça se passe, mais moi c'est, je crée les conférences avec le client. C'est-à-dire qu'on Ah, moi décide. non, moi je suis une feignasse, ma bonne. J'ai plein de sujets, j'ai le burn-out, la lutte contre le sexisme au quotidien en Ah, entreprise, j'ai bien d'accord. entendu le management, j'ai la bienveillance en entreprise, le bien-être. Je dois avoir 7 ou 8 conférences en présentiel. Les seules conférences que je fais vraiment totalement adaptées sur une problématique, c'est quand c'est en distanciel, où là c'est extrêmement facile. Si tu m'appelles le lundi, le mardi matin, je peux te faire une conférence sur n'importe quel sujet. D'accord, Sauf si tu ok. me demandes sur la fission nucléaire, parce que je suis un peu limite. Mais Juste ça, un c'est peu. très simple. Mais en D'accord. présentiel, non, ouais, j'ai 6 ou 7 conférences. C'est un catalogue Oui, de c'est un conférences. catalogue de conférences. Ah, c'est Ouais, ouais. intéressant. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça, donc je retiens. Bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon après c'est quelque chose où je fais. C'est super intéressant d'ailleurs comme format. C'est très innovant puisqu'en fait j'interviewe des gens. D'accord. Pendant la conférence interactive avec des managers qui sont de l'autre côté et je présente des concepts en 1 minute très rapide et avec des clés d'auto-coaching. Donc Super. mais ça se prépare. Le problème c'est que ça se prépare. Donc ça prend un peu de temps mais c'est intéressant de se dire que voilà il y a des conférences un catalogue de conférences et de pouvoir le proposer c'est quand même plus facile pour que les entreprises viennent vers toi.
Ok. Est-ce que tu as une actualité que tu voudrais partager avant la fin de l'épisode, Gaël? Mais tout à fait. C'est pour les personnes qui aimeraient les livres audio. J'ai 2 livres qui viennent de sortir en audio. Mon boss est nul, mais je le soigne, lu par votre serviteur, et des interventions de Grégory Le Fourne dans le rôle de Bob. Hmm. Et j'ai un roman qui est sorti en audio aussi, Soit un homme, ma fille. Donc, pour toutes les femmes qui voudraient trouver leur place en entreprise, je recommande chaudement ce roman. Donc, si vous aimez pas lire en audio, c'est pas mal, lu par une super actrice. Et c'est l'histoire de Constance qui va révéler à son conseil d'administration la réalité sur qui elle est, puisque pendant plus de 10 ans, pour devenir PDG, elle s'est fait passer pour un homme et elle va annoncer à son comité exécutif que c'est une femme. Et c'est le parcours de Constance de 28 ans jusqu'à 38 ans, l'annonce de cette réalité. Ah, c'est intéressant ça. Par rapport aux femmes, excuse-moi, je rebondis juste avant sur ce que tu dis, m'interpelle. Je trouve que, en fait, quand moi je suis rentrée en entreprise, j'ai eu besoin, alors je sais pas si c'est besoin ou si c'est ce que j'ai senti, j'en sais rien, de faire comme un homme en fait. Tu vois, dans mon comportement, d'être plutôt masculine. Aujourd'hui, tu sens que ça change ça, quand on commence à arriver dans l'entreprise. Je parle pas manager spécifiquement. Pour savoir ce que je pense, il va falloir que tu écoutes ou que tu lises ce roman parce que ça traite uniquement de cette question. Ah, Est-ce qu'il faut utiliser des codes masculins pour réussir quand on est une femme? Ah, c'est ça, d'accord. C'est vrai, c'est vraiment le truc. D'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment le thème de ce roman et c'est un roman. C'est pas alors, c'est un peu entre le développement personnel et le roman parce qu'il y a quand même beaucoup de conseils au travers d'une personne que Constance rencontre. Mais le truc qui m'a fait le plus plaisir et que j'ai eu beaucoup de fois sur les lecteurs et surtout les lectrices, c'est il paraîtrait que je ne suis pas crédible quand je dis que je suis un homme et que j'écris ce roman. Beaucoup de personnes pensent que c'est une femme qui a écrit ce roman, donc j'en suis très fier. Ah, intéressant. Ouais. Non, ces bouquins, j'ai écrit 13 livres maintenant. C'est sans aucun doute possible le livre dont je suis le plus fier, mais alors à un point assez inimaginable. J'adore ce bouquin et je suis très fier de l'avoir écrit. D'accord. Tu as des filles dans tes 5 enfants? Tu as des filles? Une fille? D'accord. Une. Ouais. Okay. Merci pour elle en tout cas et merci pour ma fille. Parce qu'on a besoin en fait que ce soit des hommes, parce que la dernière fois j'ai fait un post justement sur le fait d'être féministe et j'expliquais que voilà, je suis pas une revancharde de quel type de féminisme que je fais en fait et je disais j'aimerais tellement qu'il y ait plus d'hommes qui le disent parce que c'est pas que les femmes qui ont le droit de dire qu'elles sont féministes en fait. Mais écoute, lis mon livre et je refais un épisode avec toi à ce propos. Ah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ok, super. Merci beaucoup, Gaël. En tout cas, je te remercie pour cette interview. En tout cas, moi, j'ai eu plein de tips. J'espère que aussi vous avez récupéré des tips et que vous repartez avec dans votre besace et de tester, comme je dis à chaque fois, tester et puis changer si ça ne vous convient pas. Donc je vous dis, je laisse toujours le dernier mot de la fin à mon invité. Donc moi je vous dis à très bientôt et je te laisse Gaël le dernier mot de la fin. Mais Fabienne, je vais finir forcément, vu que c'est un podcast, je vais finir comme je finis chacun des épisodes de mon podcast Happy Work. Avant toute chose, plus que jamais, prenez soin de vous. Attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Woltor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.